L'histoire est remplie de récits incroyables, certains oubliés et d'autres entourés de mystères. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler des récits historiques fascinants dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, de la plus grande famille arriviste d'Angleterre à une légende culturelle oubliée. Alors, rejoignez-moi pour explorer tout cela et bien plus encore. Pour notre première histoire, nous remontons le temps jusqu'à l'Angleterre du XIXe siècle. Avant d'examiner la vie de la famille Cornwallis-West, nous devons nous pencher sur leur histoire. Au cœur de la famille se trouvait William Cornwallis-West, né le 20 mars 1835. Du côté paternel, son grand-père était Frederick West, un député britannique qui descendait lui-même du lieutenant-général John West, premier comte Delaware, une grande figure politique et un commandant militaire du XVIIIe siècle. En remontant encore plus loin, un autre ancêtre, Thomas West, troisième baron Delaware, avait exploré la côte d'une partie de l'Amérique du Nord au début des années 1610, CE, qui a conduit à CE que la région du Delaware porte son nom. Pendant ces temps, du côté maternel de William, la famille avait adopté le nom Cornwallis au début du XIXe siècle, car sa grand-mère, Mary Ann Whitby, était devenue l'héritière adoptive de l'amiral William Cornwallis, l'un des grands commandants de la Royal Navy britannique pendant les guerres d'indépendance américaines et les guerres révolutionnaires françaises. À sa mort sans enfant, une grande partie de sa fortune est allée à Mary. Elle a pris Cornwallis en second prénom. Ainsi, lorsque William est né en 1835, il a été présenté comme le fruit d'une union entre les familles Signs of the West et Whitby, les Whitby ayant adopté le nom Cornwallis. Cela se reflétait dans ces deux demeures majestueuses, le château médiéval de Rishin au nord du pays de Galles, et le manoir de Newlands dans le Hampshire, ainsi que le nom de famille Cornwallis-West, reflet de siècles de service au gouvernement, à la marine et à la formation de l'Empire britannique des deux côtés de la famille. Guillaume a étudié le droit et a été admis au barreau de Lincoln's Inn, un prestigieux établissement londonien, en 1862. Par la suite, il a mené une brillante carrière d'avocat, de petit fonctionnaire militaire et en politique locale au pays de Galles, siégeant finalement au Parlement en tant que député entre 1885 et 1892. Pourtant, selon les critères de certains de ses ancêtres, c'était une carrière relativement peu remarquable. Peut-être que l'élément le plus marquant de la vie de William Cornwallis-West fut son mariage et ses enfants. En 1872, il épousa une femme du nom de Patsy Fitzpatrick. Née le 28 octobre 1854, Patsy n'avait que 17 ans au moment de leur mariage et William avait 2 fois son âge. Elle avait été contrainte à ce mariage arrangé après qu'on eut découvert qu'elle entretenait secrètement une relation clandestine. Pourtant, il ne s'agissait pas de n'importe quelle relation, car c'était avec le prince Édouard, fils de la reine Victoria et futur roi Édouard VII, alors qu'il avait 30 ans et qu'elle n'en avait que 16. Patsy venait d'un milieu moins prestigieux que son mari et, bien que son nom suggère une origine roturière, elle faisait en réalité partie de l'aristocratie irlandaise. Les Fitzpatrick étaient une famille noble qui contrôlait un vaste territoire dans le centre de l'Irlande, et CE depuis la fin du Moyen Âge. Au début des années 1540, le chef de la seigneurie, Barnabé Fitzpatrick, accepta un titre anglais, baron d'Upper Ossory, et commença à adopter la culture et les normes anglaises, allant jusqu'à angliciser son nom, d'où Fitzpatrick. En conséquence, la famille a pu survivre aux 2 siècles de déplacement colonial des seigneurs irlandais qui ont suivi alors que les Anglais prenaient complètement le contrôle de l'Irlande. À la naissance de Patsy au XIXe siècle, les Fitzpatrick étaient un pilier fidèle de l'aristocratie anglo-irlandaise, ayant épousé de nombreuses familles nobles anglaises et écossaises au fil des ans. Son mariage avec William Cornwallis-West en 1872 a vite donné des enfants. Une fille nommée Mary Teresa est née en 1873, suivie d'un fils, George l'année suivante, puis d'une seconde fille, Constance, en 1877. Beaucoup pensent que George était en fait le fils du prince Édouard, issu de la liaison de sa mère.
Après cette brève période de naissance, au début de leur mariage, ils n'eurent plus d'autres enfants. C'est eux qui pourraient s'expliquer par certaines complications à la naissance pour Patsy, car elle n'avait que 22 ans lorsque Constance est née et, dans des circonstances normales, elle aurait eu encore de nombreuses années de fertilité devant elle. Alternativement, CE manque d'autres enfants pourrait avoir été le résultat du mariage tendu entre elle et William. La différence d'âge et les circonstances dans lesquelles ils se sont mariés faisaient en sorte qu'ils n'ont jamais vraiment été très proches. Bien qu'elle ait été mariée à William pour éviter toute controverse liée à sa liaison avec le prince Édouard, Patsy, une femme dont la beauté était remarquée dans la haute société britannique, est restée proche du futur roi tout au long de leur vie. Édouard était déjà marié depuis longtemps lorsqu'il a entamé sa première relation avec Patsy, alors âgée de 16 ans, et il est entendu qu'ils ont continué à se voir assez régulièrement après son mariage. Cela a apporté une atmosphère de playboy au manoir balnéaire des Cornwallis-West à Milford-on-Sea, à la fin des années 1800, loin des regards indiscrets de la cour de la reine Victoria, qui avait ostracisé Patsy pour sa liaison continue avec le futur roi. Malgré sa mauvaise réputation auprès de certains membres de la société victorienne, Patsy a su tirer parti de sa relation avec Édouard. En influençant le prince et ses enfants, elle les a poussés à épouser les principales familles royales et aristocratiques d'Europe, faisant d'eux parmi les plus puissants et riches du monde, comme elle le souhaitait depuis sa jeunesse. Quiconque voulait se rendre compte de l'influence qu'avait eue Patsy sur le futur roi n'avait qu'à regarder le mariage de sa fille aînée. Marie Cornwallis-West est née le 28 juin 1873, peu après le mariage de ses parents. Daisy, ainsi nommée par ses proches et la plupart de ses connaissances, était une beauté reconnue et fit sensation à la cour victorienne en fréquentant la haute société à la fin des années 1880 et au début des années 1890. C'est à cette époque que Daisy fit la connaissance du prince Hans Heinrich de la maison von Hochberg, une grande dynastie européenne qui possédait d'immenses domaines en Europe centrale. En 1883, Hans, de 12 ans l'aîné de Daisy, reçut le titre de prince de Pless dans l'aristocratie allemande. En reconnaissance de la richesse et de l'influence de sa famille, la majeure partie provenant de leurs terres en Silésie. Aujourd'hui situé dans le sud-ouest de la Pologne, ce territoire fut longtemps considéré comme allemand. Riche en charbon et minerais de fer, il devint au XIXe siècle un grand centre industriel européen. Avant de rencontrer Hans, Daisy s'intéressait en fait à un jeune soldat britannique. Pourtant, désireuse que sa fille épouse le prince allemand, Patsy fit rapidement en sorte, grâce à ce contact, que le soldat soit envoyé ailleurs, et il partit donc combattre lors des guerres zoulous en Afrique du Sud. Malheureusement, il fut tué quelques mois plus tard. Peu de temps après, le mariage entre Hans et Daisy fut négocié et, comme la famille Cornwallis-West était appauvrie, les Hochberg furent obligés de payer pour le mariage. En cadeau, le couple reçut un immense château de 400 pièces où ils accueillirent la fine aristocratie européenne et à partir de ces moments-là, Marie fut connue sous le nom de princesse Daisy de Pless. Daisy et Hans eurent beaucoup d'enfants. Leur première fille est décédée en bas âge en 1893, mais 3 fils, Hans, Alexandre et Bolko, sont nés en 1900, 1905 et 1910 et vécurent généralement longtemps, sauf Bolko. Au moment où plus jeune fils est né, le mariage de Daisy et Hans était de plus en plus tumultueux, avec des infidélités mutuelles qui attiraient les ragots de la presse, le tout sur fond de vies extravagantes. Bien que leur mariage ait survécu aux années de la Première Guerre mondiale, ils ont finalement divorcé en 1922. Après quoi Hans a épousé Clotilde de Silva, la fille d'un noble espagnol, une femme de près de 40 ans, sa cadette. Ils auraient 2 enfants, mais dans un développement très controversé, Clotilde séduirait son fils Bolko, divorcerait de Hans, et épouserait ensuite Bolko. Cette relation avec son beau-fils a donné lieu à des enfants. Théoriquement, il ne s'agissait pas d'un inceste biologique, mais la situation était extrêmement délicate puisque la mère des enfants avait été mariée à la fois à leur grand-père et à leur père.
Le fils unique de Patsy, George a associé les Cornwallis West à l'une des familles les plus estimées de l'histoire britannique moderne. Il a rejoint l'armée britannique jeune, comme beaucoup de fils de l'aristocratie à l'époque victorienne. À la fin des années 1890, alors qu'il avait une vingtaine d'années et elle la quarantaine, il entama une relation avec Lady Randolph Churchill, veuve américaine de Lord Randolph Churchill. Ils se sont finalement mariés à l'été 1900. Avec cela, George est devenu le beau-père du futur Premier ministre britannique et chef de guerre, Winston Churchill, bien qu'il n'ait eu que 16 jours de plus que son beau-fils, les deux hommes étant tous deux nés en novembre 1874. Il a été supposé que George a épousé une femme plus âgée pour compenser le manque d'affection de sa mère et de son père, beaucoup plus âgés, pendant sa jeunesse. Cela concorde certainement avec sa décision d'épouser à nouveau une femme un peu plus âgée, l'actrice Stella Campbell, en 1914, après avoir finalisé le divorce avec Jenny Churchill seulement quelques semaines plus tôt. George a rencontré sa seconde épouse grâce à son implication croissante dans la communauté théâtrale de Londres et à ses ambitions en tant que dramaturge. Il a passé une grande partie de sa vie adulte à naviguer dans ces milieux, même s'il n'a jamais connu un grand succès en tant qu'auteur dramatique. Pendant leur union, ils ont connu d'importantes difficultés financières en raison de la nature dépensière de George. Il a dû déclarer faillite en 1916 durant la Première Guerre mondiale. Par la suite, il a commencé à écrire des livres pour augmenter leurs revenus, notamment une biographie de son ancêtre, l'amiral William Cornwallis, ainsi qu'une autobiographie de sa propre vie. La troisième et dernière des enfants de Patsy et William était Constance Cornwallis West. Connue de sa famille et de SES amis comme Sheila, elle a épousé Hugh Grosvenor, deuxième duc de Westminster, alors l'un des aristocrates britanniques les plus riches. En février 1901, la fortune de Grosvenor était telle qu'il était l'une des personnes les plus riches dans le monde entier à une époque de richesse en plein essor, en Europe et en Amérique du Nord. Il était largement connu que la mère de Constance, Patsy, avait arrangé le mariage par des négociations avec Édouard VII, qui venait tout juste de succéder enfin à sa mère qui avait vécu longtemps. Le mariage donna naissance à 3 enfants. Ursula Mary Olivia, née en 1902, Edward George, né en 1904, et Mary Constance, née en 1910. Edward George mourut enfant en 1909. Le mariage permit à la famille de mener une vie extravagante, mais il n'était pas heureux, et Constance et son premier mari divorcèrent en 1919, après quoi elle épousa John Fitzpatrick Lewis. Lewis, bien plus jeune, avait été rencontré par Constance à l'hôpital de campagne près de Calais pendant la Première Guerre mondiale. Quand Constance divorça pour épouser Lewis, elle obtint la plus grande pension alimentaire de l'histoire juridique britannique à l'époque. La liaison de Patsy avec Edward n'était pas la seule de ce scandale. Au milieu de la Première Guerre mondiale, alors que Patsy approchait de la soixantaine, elle entama une relation avec Patrick Barrett, un soldat beaucoup plus jeune qui se remettait d'un choc d'obus ou d'un trouble de stress post-traumatique dans un hôpital près de Calais, dans le nord de la France. Son mari William était toujours en vie, bien qu'il fût âgé, et il est finalement décédé en 1917 à l'âge de 82 ans. Avant sa mort, Patsy tenta d'utiliser son statut social pour faire promouvoir Barrett au sein de l'armée, une démarche qui provoqua un scandale lorsque leur liaison devint rapidement publique. Le fait que son mari était malade à l'époque et qu'il soit décédé peu de temps après rendit l'affaire encore plus controversée aux yeux du public. Elle fut critiquée par la presse comme une intrigante manipulatrice et ne se remit jamais du scandale. Patsy est décédée d'un cancer de l'estomac le 21 juillet 1920 à l'âge de 65 ans. Dans les années 30, Daisy a entamé une carrière parallèle d'écrivain et publié de nombreux mémoires croustillants et des versions abrégées de Some de SES journaux intimes. Elle a vécu jusqu'à un âge relativement avancé, mourant en Silésie à l'été 1943 à l'âge de 70 ans, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale. George demeura marié à Stella jusqu'à sa mort en 1940. Il a développé la maladie de Parkinson dans SES dernières années,
et après de nombreuses années de souffrance avec cette condition, il s'est suicidé le 1er avril 1951 à l'âge de 76 ans. Le suicide avait clairement été planifié et SES Amis n'avait aucun doute que sa mort le jour du poisson d'avril avait été choisie de manière tout à fait délibérée. La seconde union de Constance avec John Lewis n'a pas donné d'enfant, bien qu'elle ait été heureuse, et elle et John sont restés mariés pendant des décennies. Elle a eu une fin de vie paisible selon sa famille et est décédée en 1970 à 94 ans. Bien que les chapitres les plus colorés de la famille Cornwallis-West aient eu lieu grâce au mariage de William et Patsy et à la vie de leurs 3 enfants, la famille a continué après leur époque. Bolko est mort jeune en 1936, au milieu d'un scandale lié à son mariage avec sa belle-mère. Hans Juni et Alexandre, les 2 autres fils de Daisy, ont vécu jusqu'en 1984 mourant à 4 semaines d'intervalle au début de l'année. Hans a hérité des titres et des domaines de son père. Bien qu'il se soit marié 2 fois, Hans n'a pas eu d'enfant, pas plus qu'Alexandre, célibataire toute sa vie, qui est brièvement devenu le prince de Pless pendant 4 semaines, après la mort de son frère et avant sa propre mort. Lorsqu'il est remort à son tour, le fils de Bolko, qui portait le même nom, Bolko Jr., est devenu le nouveau prince de Pless. Son décès en 2022 a entraîné le passage de la lignée royale de Pless à une autre branche de la famille, car Bolko est mort sans héritier. Alors que George Cornwallis le West n'avait pas d'enfants légitimes, certains des enfants de Constance ont continué la lignée familiale de manière importante. Mary est devenue pilote automobile dans les années 1930 et 1940, à une époque où il était extrêmement rare que des femmes s'impliquent dans la course professionnelle. Elle ne s'est jamais mariée et n'a pas eu d'enfants, mais la lignée Cornwallis-West existe encore aujourd'hui. Ceci est grâce aux descendants de la fille aînée de Constance, Ursule, et de son mariage avec Guillaume Patrick Filmer Sankey. Maintenant, nous allons aux États-Unis pour découvrir l'histoire d'une légende oubliée. Bricktop, de son vrai nom, Ada Beatrice Smith, est née à Alderson, en Virginie-Occidentale, le 14 août 1894. De façon quelque peu excentrique, elle a adopté plusieurs autres prénoms au cours de sa vie, dont Queen Victoria, inspirée de la longue souveraine britannique, et Virginia, en référence à la région d'Amérique d'où elle venait. Ses parents venaient de familles anciennement esclaves dans le sud des États-Unis. Par exemple, sa mère est née au milieu de la guerre de sécession américaine, au début des années 1860, et a théoriquement été réduite en esclavage pendant les 2 premières années de sa vie, avant que la victoire de l'Union dans la guerre et la proclamation d'émancipation ne mettent fin à l'esclavage aux États-Unis. Ses parents étaient également issus de milieux métissés, et Ada avait en partie des origines irlandaises du côté de sa mère. Quand elle était jeune, le père d'Ada est décédé et la famille est partie vers le nord, quittant la Virginie occidentale pour s'installer à Chicago au début de la Grande Migration. Cette migration a duré des années. De 1910 aux années 1960, des millions d'Afro-Américains ont quitté le sud pour rejoindre des villes industrielles du nord comme Chicago, Detroit et Cleveland. Ada a travaillé très jeune dans des saloons et bars à Chicago. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne commence aussi à apparaître dans des productions théâtrales dans des théâtres. Elle est apparue pour la première fois dans une mise en scène de La case de l'oncle Tom au théâtre Haymarket de Chicago. C'est également pendant cette période qu'elle a acquis le nom de Bricktop, apparemment en référence à SES Cheveux Roux, un héritage de SES origine irlandaise. À 16 ans, Smith a quitté la maison pour tourner dans le Midwest avec une troupe, jouant un numéro vulnérable avec d'autres Afro-Américains. À la fin de ses travail, elle est partie pour New York. Là-bas, elle a travaillé quelque temps dans le nightclub de Baron à Harlem, une partie de New York qui, à cette époque, passait d'un quartier blanc dominé par de vieilles familles new-yorkaises d'origine néerlandaise à devenir le centre d'une florissante renaissance culturelle afro-américaine. Elle a vécu ici pendant une partie des années 1910 et 1920, tout en voyageant aussi à travers le pays en tournée.
Elle est retournée un temps à Chicago et a voyagé vers l'ouest jusqu'en Californie. C'est au cours de ces années que SES talents de chanteuses de jazz, d'artistes de vaudeville et de danseuses polyvalentes se sont perfectionnés. Malgré son succès limité en Amérique au départ. Dans les années 1920, Smith décida de quitter les États-Unis pour l'Europe. Dans une biographie récente de Bricktop, écrite à la première personne comme si elle parlait elle-même et utilisant sa correspondance ainsi que SES propres écrits comme source, sa décision de quitter Harlem et New York pour s'installer à Paris, en France, est expliquée dans les termes suivants. J'avais intercepté un télégramme que Jean Bullard avait envoyé au Coney's Inn à Harlem, demandant qu'une fille vienne à Paris pour chanter au Grand-Duc. Je cherchais à donner un nouveau tournant à ma vie. Nos chanteurs et danseurs peinaient de plus en plus à trouver du travail, malgré notre raffinement. Nous étions tous en compétition pour quelques places. Les jazzmen voyageant entre l'Atlantique disaient que la vie était plus facile à Paris. Le plus important, c'est qu'il n'y avait aucun préjugé racial. Je rêvais de manger, de boire et de sortir où je voulais et avec qui je voulais. Ainsi, Smith partit pour la France soit à la fin de 1923, soit au début de 1924. Smith s'était installé dans une ville qui était la capitale culturelle du monde. Paris avait émergé dans ses rôles dans la seconde moitié du XIXe siècle, lorsque des écrivains comme Émile Zola, Alexandre Dumas et Marcel Proust vivant ici, aux côtés de poètes et de peintres tels que Baudelaire et Monet. Ces personnes fréquentèrent des clubs comme le Moulin Rouge et ont établi la réputation de Paris comme centre mondial de la culture, de la danse et de la débauche. À la suite de la Première Guerre mondiale et des crises qui l'ont suivie, comme la pandémie de grippe espagnole et les guerres civiles et révolutions qui ont frappé des pays comme l'Allemagne, la Turquie et la Russie, une nouvelle génération d'écrivains, de poètes, de peintres et de danseurs a afflué à Paris. Cela incluait des écrivains comme James Joyce, Ernest Hemingway et le poète Urs Pond. La scène était soutenue par un énorme boom économique et une spéculation financière à partir de 1923 qui allait éclater de façon catastrophique en 1929, mais qui avait vu beaucoup d'argent circuler à Paris avant cela. Dans cet environnement, la demande pour les chanteurs, danseurs de jazz et autres acteurs de la vie nocturne parisienne était maximale. Bricktop s'est rapidement imposé sur la scène parisienne, devenant une proche connaissance de l'écrivain F. Scott Fitzgerald pendant qu'il passait du temps dans la capitale française, ainsi que d'Hemingway et d'autres. Là où CES écrivains et artistes d'Alerne, d'autres suivaient, et bientôt les gens affluaient au spectacle d'Ada dès que des personnalités comme Fitzgerald et Hemingway commencèrent à les fréquenter. Sa notoriété continua de croître, et elle était souvent engagée par Cole Porter comme animatrice lors de SES soirées. Là, elle était connue pour enseigner aux invités les dernières danses mondes à la mode, comme le Charleston et le Black Bottom, et il s'est même dit qu'elle a appris au futur roi Édouard 8 comment les danser toutes les deux. Elle a envisagé déjà de se diversifier et d'ouvrir son propre établissement, agacée par la petitesse des clubs de danse parisiens comparés aux salles des États-Unis. Cependant, sa première tentative a rencontré des problèmes de licence et n'a jamais vu le jour. En 1926, Smith a finalement réussi à ouvrir son propre établissement. Elle l'a appelé Cher Bricktop, et CE fut un succès immédiat, devenant un lieu culturel important à Paris dans la seconde moitié des années folles. De nombreuses histoires légendaires sont nées ainsi. À une occasion, le grand écrivain américain John Steinbeck, auteur des Raisins de la colère et des souris et des hommes, a été jeté dehors ivre de Cher Bricktop par Smith. Steinbeck s'est excusé en envoyant un taxi rempli de roses au club à Paris. Ensuite, il a été de nouveau accueilli par Ada. Le célèbre Fred Astaire a même visité et s'est produit au club. Le club est aussi cité dans de nombreux ouvrages de l'époque, par Hemingway, Fitzgerald, Evelyn Waugh et d'autres. Cependant, ce succès ne dura pas. À l'automne 1929, le krach de Wall Street fut suivi de la Grande Dépression.
Au début de la scène jazz baignée d'alcool et les fêtes des années 80 sont désormais un souvenir, et des clubs comme Cher Bricktop ont peiné à survivre. Beaucoup ont dû fermer leurs portes. Cher Bricktop était assez populaire pour continuer un certain temps, mais finalement les lumières se sont éteintes. Smith était rentré aux États-Unis et trouvait du travail de façon sporadique. La précarité de la situation et la mort de sa mère en 1938 l'ont plongé dans une grave anxiété, tandis que la Seconde Guerre mondiale en 1939 a encore fragilisé l'industrie du divertissement, qui sortait à peine de la Grande Dépression. Pourtant, elle avait marqué l'Europe dans les années 20 et y retournerait bientôt. Malgré des années 30 et 40 difficiles, Bricktop a vite retrouvé pied. En 1942, elle s'était installée au Mexique, l'une des rares régions du monde relativement épargnées par la guerre. Là-bas, elle a ouvert un club prospère à Mexico et l'a dirigé pendant plusieurs années. Puis à train, alors que l'Europe se reconstruisait et que l'économie se relevait après la destruction de la Seconde Guerre mondiale, elle est retournée à Paris en 1949. La ville n'était plus comme dans SS Souvenir. La capitale française a perdu sa place de capitale culturelle du monde dans les années 30 et ne l'a jamais vraiment retrouvée. Le titre restait passé à New York, un endroit où Ada savait très bien que le vaudeville et la danse n'étaient pas très demandés. En conséquence, après une brève tentative de nouveau succès à Paris, elle s'est dirigée vers Rome à la place. Dans la capitale italienne, elle a connu une sorte d'été indien, dirigeant un club à succès ici pendant les années 50. Elle a reçu ici de nombreux invités célèbres, dont Elizabeth Taylor, Frank Sinatra, Martin Luther King Jr. et bien d'autres. Elle a entretenu une longue amitié avec le roi déchu d'Égypte, Farouk Ier, qui rapportait à Bricktop des cadeaux de S.S. Voyage, comme des parfums et des cigares. Un aspect de la vie de Smith qui a beaucoup été commenté ces dernières années est sa sexualité. En 1927 à Paris, elle a rencontré et entamé une relation avec un saxophoniste du nom de Peter Ducongère. Mariés en 1929, leur union a vite connu des problèmes lorsque Smith a découvert les liaisons de Ducongère. Ils se sont effectivement séparés dans les années 30, mais ils n'ont jamais officiellement divorcé et sont restés légalement mariés jusqu'à la mort de Ducongère en 1967. Cependant, il semble très probable que Smith était également bisexuel. Dans la seconde moitié des années 20, l'une des artistes les plus remarquées chez Cher Bricktop était la chanteuse de jazz américaine Josephine Baker, une femme remarquable pour avoir été la première femme afro-américaine à tenir le rôle principal dans un grand film. Elle apparaît dans Sirène des Tropiques en 1927. Bricktop a confié à un des enfants de Baker, bien plus tard, qu'ils avaient eu une liaison dans les années 20, quand Baker se produisait souvent chez Cher Bricktop. Bricktop a fermé son dernier club sur la Via Veneto à Rome en 1961. Âgée de 67 ans, interrogée sur la fermeture, elle a déclaré « Je suis fatiguée, chérie, fatiguée de rester debout jusqu'à l'aube chaque jour. » Elle est retournée en Amérique où elle sortait parfois de sa retraite, ouvrant des clubs pendant de courtes périodes à New York, bien que n'en soient jamais des efforts durables. Au lieu de cela, ces dernières années n'en furent en grande partie consacrées à des œuvres caritatives et elle devint une catholique romaine dévouée. Smith est décédée dans son sommeil chez elle, dans son appartement à Manhattan, le 1er février 1984. Elle avait 89 ans et avait vécu une vie longue et réussie. Elle a été enterrée au cimetière de Woodlawn dans le Bronx. Bien qu'elle ait été absente de la scène publique depuis de nombreuses années et que la scène jazz ait depuis longtemps disparu, sa mort a été largement rapportée dans le New York Times et d'autres publications de renom. Ensuite, nous retournons au XIXe siècle, mais cette fois au Canada.
Maud Allen, née Eula Maud Allen Durant à Toronto, Canada, le 27 août 1873. Ses parents étaient entre William Allen Durant et Isabella Durant. Maud avait un frère aîné, Théodore, qui est né en 1871 et qui jouera un rôle important dans SES premières années d'adulte. Enfant, Maud était déjà une musicienne talentueuse avant l'adolescence, apprenant le piano avec MLL Liechtenstein à Toronto. En 1884, à 11 ans, le père de Maud quitta le Canada britannique pour la Californie, alors en plein essor après la ruée vers l'or des années 1850 et celle du pétrole dès les années 1870. 3 ans plus tard, en 1887, maintenant qu'il s'était installé avec une maison et un emploi à San Francisco, William Durant fit venir sa famille pour le rejoindre aux États-Unis, et ainsi Maud, sa mère et son frère quittèrent le Canada. En Californie, Maud continua d'apprendre et de jouer du piano. Elle excellait dans ces domaines, jouant pour certaines des familles les plus en vue de San Francisco, y compris Adolphe Sutro, un philanthrope germano-américain qui fut maire de la ville au milieu des années 1890. Il se pourrait aussi qu'il ait été le grand-père de Maud, car sa mère Isabelle avait été adoptée et la famille semble avoir reçu une somme d'argent, inexpliquée dans les années 1890, après avoir rencontré Sutro. À cette époque, le talent musical de Maud était suffisamment reconnu par SES Professeur pour que l'un d'eux, Eugène Bonelli de la Grande Académie de musique de San Francisco, l'encourage à se rendre en Allemagne, le pays de référence pour la musique classique à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. C'est CE qu'elle fit, partant pour l'Europe, au début de 1895 alors qu'elle avait 22 ans. Le plan était que sa mère et son frère la rejoignent là-bas une fois que Théodore, qui se formait pour devenir médecin, aurait terminé ses études de médecine. Mais la tragédie toucha la famille quelques semaines après le départ de Maud pour l'Europe. Le 14e avril 1895, le frère de Maud, Théodore, fut arrêté pour 2 crimes odieux qui avaient été commis à l'église baptiste Emmanuel de San Francisco. Eh bien, il était le principal suspect dans le meurtre de Blanche Lamont et Minnie Williams, 2 jeunes femmes qui faisaient partie de la congrégation de l'Église. Il a maintenu son innocence lors du procès qui a suivi en septembre 1895, mais il a finalement été reconnu coupable de meurtre au premier degré et condamné à mort. Il avait été pendu à la prison de San Quentin en janvier 1898. Comme Maud vivait toujours à Berlin, elle n'a pas pu faire ce adieu à son frère. Elle a toujours soutenu qu'il était innocent et s'est blâmée pour ces qui s'étaient passés, croyant que les choses auraient été différentes si elle n'avait jamais quitté la maison. Comme prévu, cette mort l'a marquée de nombreuses années. Et juste une petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur la vie de Théodore Durant après cette vidéo, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Briefcase, c'est une excellente vidéo, les liens sont dans la description. Maud n'a pas été découragée par la honte que les crimes et la condamnation de son frère avaient infligée à sa famille. Au contraire, cela semble l'avoir rendue plus motivée que jamais à réussir, et elle était désormais déterminée à devenir une pianiste reconnue. Il semble que SES efforts portèrent leurs fruits, car à l'été 1901, elle a finalement été admise à l'école du célèbre pianiste italien Ferruccio Busoni, situé à Weimar. Elle avait également commencé à se faire appeler Maud Allen durant ces années, probablement par crainte que l'utilisation du nom Durand ne continue de l'associer à son frère et au meurtre. À Weimar, la vie de Maud allait changer de façon inattendue. Entourée de musiciens parmi les plus talentueux du monde, elle paraît déconcertée en réalisant le niveau qu'elle doit atteindre pour réussir comme pianiste européenne. Mais Busoni pensait autrement. Peu de temps après son arrivée à Weimar, Maud a participé à un spectacle de danse à l'Académie, CE, qui a conduit Busoni à lui conseiller d'abandonner SES ambition de devenir pianiste et de se concentrer plutôt sur la danse. Il l'a présenté à Marcel Remy, qui est devenu son agent et son manager. Grâce à cette orientation et au conseil de Remy, Maud s'est vite réinventée pour exploiter sa beauté et sa musicalité. Elle voulait désormais devenir danseuse expressionniste, un art encore naissant en Europe au début des années 1900,
Allen s'y est rapidement adapté, faisant ses débuts sur scène à Vienne à l'hiver 1903 et enchaînant rapidement avec une tournée dans de nombreuses grandes villes européennes comme Bruxelles, Berlin et Cologne au cours des années suivantes. Lors de ces représentations, elle a combiné sa nouvelle passion avec son amour de la musique classique en dansant sur Beethoven, Bach, Chopin et Schubert. Maud Allen est principalement connue aujourd'hui pour la danse des 7 voiles, un numéro qu'il a porté à l'attention internationale dans les années 1900 et 1910. L'idée lui est venue après avoir vu Salomé d'Oscar Wilde à Vienne en 1906. La pièce tragédie en un acte écrite par Oscar Wilde en 1891 s'inspire du récit de Salomé, belle-fille d'Hérode Antipas, roi de Judée, au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Selon le récit, Salomé avait convaincu Hérode de lui apporter la tête de Jean le Baptiste, un chef religieux qui provoquait beaucoup d'agitation en Judée à l'époque, en échange d'une danse pour lui. Hérode, submergé par le désir, accepte de le faire. La pièce de Wilde nécessitait une séquence de danse. Après avoir vu la pièce, Maud a créé une version plus érotique de la danse. Cette danse de Salomé qu'Allen a interprétée est souvent connue sous le nom de danse des 7 voiles. Allen interprétait la danse des 7 voiles dès 1907. Les critiques de sa performance étaient un peu enthousiastes, mais l'interprétation d'Allen était différente de la plupart des autres, car elle dansait en grande partie nue, couverte seulement de bijoux et de quelques morceaux de soie transparente et de voile. Elle a aussi acquis une grande notoriété en 1908 en se produisant au Palace Theatre de Londres, un acte controversé puisque la danse des 7 voiles était interdite en Grande-Bretagne depuis des années. Après l'arrestation, le procès et la condamnation de Wilde pour indécence selon les lois de l'époque. Cependant, Allen a pu se produire. Au final, elle est restée à Londres pendant 18 mois, période durant laquelle elle a interprété la danse plus de 250 fois. À la fin de sa résidence à Londres, Allen avait acquis une renommée internationale. Elle s'installa à Londres où elle vécut la majeure partie des 30 années suivantes, mais dans les années 1910, elle fit aussi une tournée mondiale, se produisant à New York, Chicago, Philadelphie, Anthony, Kansas, San Francisco, et Los Angeles aux États-Unis, suivie d'une tournée en Afrique du Sud et dans certaines régions d'Asie où elle s'est produite à Cape Town, Calcutta et dans de nombreuses autres villes. Grâce à cela, elle s'est également taillée une petite place dans l'industrie naissante du cinéma à Hollywood, apparaissant dans La fille du tisserand de tapis en 1915, dans lequel elle a également interprété une version de la danse. La sexualité d'Allen a souvent fait l'objet de spéculations, et cela persiste aujourd'hui. Nous savons qu'au milieu des années 1900, elle a eu une liaison avec Fruccio Busoni, le directeur de l'Académie de musique de Weimar, qui l'avait encouragé à passer du piano à la danse. Cependant, elle ne se maria jamais et il n'y eut aucune relation hétérosexuelle durable à mentionner dans ces dernières années. Il est donc supposé qu'Allen était en réalité bisexuel, avec une préférence plus marquée pour les relations avec les femmes. Cela correspondrait certainement aux preuves enregistrées concernant S.E.S. nombreuses années à Londres. Vers 1910, elle entame une liaison avec Margot Asquith, épouse du Premier ministre britannique Herbert Asquith. Asquith a même commencé à payer l'appartement d'Allen à côté de Regent's Park, un arrangement qui allait durer près de 20 ans. En 1928, Herbert Asquith est décédé, laissant sa femme presque sans le sou malgré sa brillante carrière politique. Margot a cessé de payer l'appartement de Maud. C'est eux qui a conduit à la fin de leur relation et au début d'une nouvelle liaison entre Allen et sa secrétaire, Werner Aldrich. Finalement, Aldrich a emménagé dans l'appartement de Regent's Park et y a vécu pendant 10 ans, mais c'était une relation de contrôle dans laquelle Allen, qui avait 20 ans de plus qu'Aldrich, abusait de sa jeune partenaire émotionnellement et financièrement. Lorsque cela s'est terminé de nombreuses années plus tard, Maud a menacé de révéler l'homosexualité d'Aldrich.
La sexualité d'Alan a marqué la période la plus difficile de sa vie à la fin des années 1910 et au début des années 1920. En 1918, vers la fin de la Première Guerre mondiale, elle s'est retournée à Londres pour reprendre le rôle principal dans la nouvelle production de Salomé, qui était produite par le metteur en scène Jack Green. La production de Green était controversée, car une loi britannique avait été promulguée quelques années plus tôt, interdisant que des personnages bibliques comme Jean-Baptiste soient représentés sur scène. Ainsi, Green a contourné l'interdiction en proposant CE spectacles uniquement sur demande, sans qu'il soit ouvert au public. CE faisant, il pouvait prétendre que la pièce n'était en réalité qu'une représentation devant un cercle privé. La pièce a suscité la controverse et a conduit un député à tendance religieuse du nom de Noah Pemberton Billing à publier un article dans son propre journal, Vigilant. Dans cet article, Billing a accusé Allen d'être lesbienne, CE qui était mal vu dans la société britannique de l'époque, mais qui n'était pas illégal. Billing, sur un ton paranoïaque, a aussi suggéré que de nombreuses personnes voulant voir la pièce de Green étaient homosexuelles et peut-être victimes de chantage du gouvernement allemand, toujours en guerre avec la Grande-Bretagne. Maud a poursuivi Billing pour diffamation. L'affaire portée devant le tribunal a fait sensation dans la presse britannique, mais c'est mal terminé pour Alan. Billing a déclaré qu'Alan était folle, disant que c'était héréditaire, et a cité le procès pour meurtre et l'exécution de son frère comme preuve. Le juge a surtout ignoré le procès, se concentrant sur le fait que la pièce de Wilde, pourtant interdite à Londres, était jouée dans la ville. Au final, Maud a perdu son procès et l'affaire lui a valu une publicité extrêmement négative. Cela a sérieusement nui à sa carrière, en particulier en Grande-Bretagne, mais aussi dans de nombreux autres pays, et cela ne pouvait pas tomber à un pire moment, car elle avait de très mauvaises habitudes de dépenses et avait très peu d'économies mises de côté malgré toutes ces années de travail. Malgré le scandale du procès en diffamation, Maud n'a pas quitté la vie publique et a continué à danser durant les années 20 et 30. Elle a aussi élargi son activité d'actrice. Par exemple, en 1932, elle est apparue dans Le Miracle, réalisé par Max Reinhardt, l'un des metteurs en scène de théâtre germanophone les plus éminents de la première moitié du XXe siècle. Sa carrière de danseuse a duré jusqu'en 1936, lorsqu'à 62 ans, elle a donné sa dernière représentation au Redlands Ball en Californie. Maud n'a jamais eu d'enfant. Après la mort de sa mère en 1930 et celle de son père en 1917, elle s'est retrouvée de plus en plus isolée. Sa mère l'avait accompagnée en voyage durant des années et avait également vécu avec Maud pendant un certain temps chez elle à Regent's Park, à Londres. Ainsi, sa mort fut un coup dur pour Maud. Néanmoins, elle continua à résider à Londres jusqu'au début des années 1940, lorsqu'une autre difficulté la frappa. Sa maison fut bombardée lors du Blitz allemand sur Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Maud, de plus en plus appauvrie, partit aux États-Unis en 1943 et s'installa en Californie. Là-bas, elle survécut surtout grâce à de vieux amis, car malgré ce gain de 500 livres par semaine à son apogée, Maud était ruinée dans les années 1940. Elle travailla également pendant un certain temps pour la société McDonnell Aircraft Corporation dans leur bureau à Santa Monica. À sa mort à Los Angeles en 1956, à 83 ans, dans une maison de retraite, elle était presque indigente, mais restait associée à S.E. Sané comme vedette de la danse des 7 voiles. Vit encore aujourd'hui. Pour finir, intéressons-nous à la plus grande mondaine new-yorkaise du XXe siècle. La femme qui allait devenir connue dans le monde entier sous le nom de Babe Paley est née sous le nom de Barbara Cushing à Boston, dans le Massachusetts, le 5 juillet 1915. Son père était Harvey Cushing, un neurochirurgien et écrivain qui s'est fait connaître dans les années 1910 en tant que pionnier de la chirurgie du cerveau, et sa mère était Catherine Cushing. Barbara avait plusieurs frères et sœurs, mais elle est surtout associée à SES de sœurs aînées, Marie et Betsy.
En 1940, Marie épousera William Vincent Astor, un membre de la très riche famille Astor, tandis que Betsy a eu deux mariages importants, l'un avec James Roosevelt, le fils du président Franklin Delano Roosevelt, puis un second mariage en 1942 avec John Hay Whitney, l'ambassadeur des États-Unis en Grande-Bretagne et président du Musée d'art moderne. Comme nous le verrons bientôt, Barbara a également épousé deux personnalités importantes de la haute société de la côte Est, et grâce à leur mariage, leur richesse, leur statut d'icône de la mode et leur apparence, Barbara, Marie et Betsy sont devenues connues dans les années 1940 sous le nom des fabuleuses sœurs Cushing. Pendant sa jeunesse, Barbara a étudié à la Westover School, une école préparatoire du Connecticut fréquentée par les enfants de la haute société de Nouvelle-Angleterre et de New York. Elle a fréquenté la Windsor School à Boston et en est sortie diplômée en 1934 à 18 ans. C'était à peu près à la même époque qu'elle a été victime d'un grave accident. Début 1934, en rentrant d'une fête à Long Island, Barbara a eu un grave accident de voiture, où ses dents de devant ont été arrachées. En conséquence, elle a dû subir une chirurgie reconstructive importante au niveau de la bouche et de la mâchoire. Cependant, pour les années 30, les soins dentaires furent un véritable succès, et une fois les ecchymoses guéries, il était évident que l'incident n'avait en rien altéré sa beauté. En 1938, Barbara, qui à l'âge adulte était connue de tous ses amis et connaissances sous le nom de Babe, avait décroché un emploi au magazine Vogue. Son poste lui donnait accès à des robes et des vêtements conçus par certaines des maisons de couture les plus prestigieuses du monde et, en temps voulu, elle commença à se forger une réputation d'icône de style. Son goût personnel était quelque peu non conventionnel, associant souvent des vêtements à des bijoux et autres accessoires de manière éclectique. Bientôt, le style de Barbara attira l'attention nationale. En 1941, le magazine Time la plaça à la deuxième place de sa liste des femmes les mieux habillées du monde, juste derrière Wallis Simpson, la mondaine américaine qui avait provoqué la controverse en Grande-Bretagne au milieu des années 1930 en raison de sa relation scandaleuse avec le roi Édouard VIII. CE fut la première de nombreuses apparitions sur la liste du Time et ailleurs. Finalement, en 1958, elle fut intronisée au Fashion Hall of Fame après avoir figuré 14 fois sur la liste internationale des mieux habillés. Babe était aussi célèbre pour ce mariage. Peu de temps après avoir commencé à travailler chez Vogue, elle rencontra Stanley Grafton Mortimer Jr., un membre de la riche famille new-yorkaise Mortimer, qui détenait une part importante dans le secteur immobilier de la ville. Son grand-père maternel, Henry Morgan Tilford, avait également été l'un des actionnaires fondateurs de Standard Oil, qui fut pendant un certain temps à la fin du XIXe et au début du XXe siècle l'entreprise la plus rentable du monde. Après une brève cour, lui et Babe se sont mariés à East Hampton, à New York. Le mariage de Babe et Stanley donna rapidement naissance à deux enfants, un fils nommé Stanley comme son père, né en 1942, et une fille nommée Amanda. Malgré cela, le mariage était malheureux. Les fissures de leur mariage furent cachées un temps au début, et milieu des années 40, Babe étant enceinte et Stanley souvent absent, servant sur le front du Pacifique durant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, peu de temps après la fin de la guerre et le retour de Stanley à la maison, ils décidèrent de se séparer. Ils ont divorcé en 1946, et Babe a reçu un règlement financier substantiel. Peu après son divorce, Babe a rencontré William Patchapaley. William était un diffuseur et homme d'affaires qui a construit la Columbia Broadcasting System, ou Columbia Broadcasting System comme on l'appelle mieux aujourd'hui. Bien qu'elle ait commencé comme une modeste station de radio, elle est finalement devenue l'un des plus grands réseaux de télévision des États-Unis, introduisant de nombreuses innovations qui ont révolutionné le visage des médias dans le pays. Il était devenu riche en parallèle et avait également épousé Dorothy Hart Hearst en 1932, l'ancienne belle-fille de William Randolph Hearst, le plus puissant magnate des médias du début du XXe siècle, sur lequel Orson Welles s'était inspiré pour Citizen Kane.
Quand Babe et William se sont rencontrés en 1946, il était encore marié à Dorothy, mais ils étaient charmants séparés. Après une brève cour, Babe et William voulaient se marier. Il a finalisé son divorce avec Dorothy le 24 juillet 1947 et seulement 4 jours après, il a épousé Babe. Leur union était une affaire mixte. 2 enfants sont nés peu de temps après leur mariage, William en 1948 et Kate en 1950. Babe a permis à William de s'introduire dans la haute société de la côte Est à la fin des années 1940, tandis qu'il apportait une source de financement illimitée aux événements. Cet argent a permis l'achat et le développement de plusieurs propriétés somptueuses à New York, sur Long Island et d'une résidence de campagne dans le New Hampshire. Ici, Babe organisait des fêtes auxquelles assistaient certaines des anciennes célébrités, des écrivains, des artistes et des personnalités politiques de l'époque. De plus, elle disposait d'une allocation de 160 000 $ par an, une somme équivalente à environ 2 millions aujourd'hui, qu'elle utilisait pour investir somptueusement dans des bijoux et des robes. Néanmoins, c'était aussi un mariage troublé. Guillaume s'est engagé dans une série de liaisons extra-conjugales, qu'il a fini par ne plus vraiment chercher à dissimuler. Pour sa part, Babe avait quitté son emploi chez Vogue lorsqu'elle a épousé Guillaume, et lorsque les fêtes prenaient fin, c'était souvent une vie solitaire. Finalement, elle aussi a commencé à avoir des liaisons. Pourtant, malgré ces liaisons et la nature malheureuse de leur mariage, Babe et Guillaume ne divorceront jamais, maintenant leur union pour diverses raisons sociales et professionnelles. Babe était loin d'être la seule icône de la mode de la haute société de l'après-guerre, et elle avait de nombreuses rivales. Aucune n'était aussi intense que son amitié-rivalité avec Gloria Guinness, issue d'une famille mexicaine riche et puissante qui remontait à ses origines jusqu'à Christophe Colomb. Entre les années 1930 et 1950, elle s'est mariée 4 fois. Comme Babe, plusieurs de ses mariages étaient avec des personnes riches et influentes, notamment son 3e mariage avec le petit-fils du roi Fouad Ier d'Égypte et son 4e avec Thomas Leal Guinness, issu de la dynastie Guinness de la brasserie et de la banque en Irlande. En raison de leurs mariages respectifs et de leur statut d'icône de style, Babe et Gloria se disputaient la vedette dans les pages des magazines et journaux américains dans les années 1940, 50 et 60. Elles fréquentaient dans les mêmes cercles, et parfois on aurait pu dire qu'elles étaient amies, mais il y avait aussi une rivalité féroce entre elles en même temps. Babe répandait de fausses rumeurs sur Gloria, affirmant qu'elle avait travaillé dans un cabaret au Mexique avant d'arriver en Amérique, tandis que Gloria pouvait être aussi mesquine. Une fois, elle a invité Paley à une réunion sur son yacht privé, en l'informant que c'était une affaire discrète et informelle. Lorsque Babe est arrivée, vêtue de manière modeste, elle a découvert que la soirée était tout sauf discrète, car Gloria est apparue dans sa plus belle tenue et une petite montagne de diamants. Elles étaient assurément des amies rivales. Les récits de la vie de Babe Paley l'ont généralement décrite comme une mère négligente envers ses 4 enfants, privilégiant sa vie sociale et son statut au sein de la haute société américaine plutôt que de les élever de manière attentionnée. Il semble difficile de contester que CE fut le cas. Sa 2e enfant, issue de son premier mariage, Amanda, qui a ensuite connu une brillante carrière en tant qu'urbaniste à Manhattan et associée principale chez Bloomberg Associates, a déclaré que sa relation avec sa mère était inexistante et que la distance entre elles était très certainement due au choix personnel de sa mère. Babe Paley est également très connu aujourd'hui en raison de sa relation avec Truman Capote, l'auteur acclamé d'œuvres telles que Petit déjeuner chez Tiffany et De sang-froid. Au cours des années 50 et 60, Capote est devenu l'une des figures les plus importantes de la haute société américaine. Ouvertement homosexuel à une époque où cela était risqué dans la société américaine, il s'est entouré d'un cercle d'amies riches et séduisantes qu'il appelait SS Signes.
Babe était connue pour être sa préférée parmi elles et fut l'une des invitées les plus en vue du bal noir et blanc, un bal masqué organisé par Capote à l'Hôtel Plaza de New York en novembre 1966, parfois qualifié de fête du siècle. Le bal noir et blanc fut l'apogée de la relation entre Capote et Paley. À l'insu de SE Signe et de beaucoup de SE autres connaissances, Capote travaillait depuis un certain temps sur un nouveau roman intitulé Prière exaucée, une représentation de la haute société américaine qui critiquait nombre de SES personnages, dont certains étaient manifestement inspirés de membres du cercle social de Capote, Babe y compris. Une version inachevée du livre ne fut publiée qu'à titre posthume dans les années 1980, après la mort de Capote, mais une version du début du livre, intitulée La Corte basque, fut publiée par le magazine Squire en 1975. Celle-ci était basée sur des rencontres des personnages dans le célèbre restaurant new-yorkais La Corte basque et présentait une vision fortement satirique des personnes qui s'y côtoyaient. Babe reconnut que l'un des personnages était clairement inspiré d'elle. Lorsqu'elle l'a lu, elle a décidé de mettre complètement fin à sa relation avec Capote. Ils ne se sont plus jamais adressé la parole. En effet, la publication de la Côte basque 1965 a marqué le point culminant du suicide social progressif de Capote. Il n'y aurait plus jamais de signe par la suite. Au moment où elle a mis fin à sa relation avec Capote, la santé de Paley déclinait. Pendant de nombreuses années, elle avait été une grande fumeuse, avec une habitude allant jusqu'à 2 paquets par jour. Après des années de problèmes respiratoires, un cancer du poumon lui a été diagnostiqué en 1974, peu avant SES 60 ans. Dans les années 70, c'était effectivement une condamnation à mort, comme les termes de presque tous les diagnostics de cancer, contrairement à aujourd'hui. Barb a tenu bon pendant 4 ans. En attendant, elle a organisé la fête qui aurait lieu pour SES Funérailles et a arrêté de se teindre les cheveux. Et elle a simplement laissé ses cheveux devenir gris. Elle est décédée le 6 juillet 1978, à 63 ans. Et après SES Funérailles élaborées, elle a été enterrée à l'église Saint-Jean à Cold Spring Harbor, New York. Compte tenu de SES mariage, de SES relations avec des personnalités telles que Truman Capote et de son statut comme l'une des principales icônes de style de son époque, Barbara Paley est, sans surprise, apparue à plusieurs reprises dans la culture populaire depuis. Michelle Harrison et Sigourney Weaver l'ont notamment incarnée dans les films Capote et Infamous en 2005 et 2006, tous deux centrés sur Capote. Elle est également interprétée par Naomi Watts dans la 2e saison de Feud, réalisée par Gus Van Sant.